Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, d'ici la fin du mois de novembre, plusieurs bataillons seront déployés aux frontières des pays du bassin du lac Tchad. Ils auront pour but de lutter contre le groupe terroriste Boko Haram. Les députés guinéens s'accordent sur l'urgence de lutter contre, cette fois-ci, la propagation du virus Ebola. Ils planchent actuellement sur les voies et moyens d'y parvenir. L'équipe nationale de Mauritanie a un nouvel entraîneur, Corentin Martin, dit avoir pour projet de faire avancer le football mauritanien et par conséquent de faire obtenir des titres au Morabitoun. Au lendemain de sa comparution pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale, le président kényan Uhuru Kenyatta est rentré dans son pays, le Kenya, ce jeudi. Le chef de l'État a été accueilli à Nairobi par plusieurs centaines de partisans. Ses premiers mots ont été les suivants: nous ne faisons qu'un et il n'y a rien à craindre car le Kenya est stable. Un message encourageant à l'égard de ses compatriotes. Une partie de l'Afrique prévoit de renforcer son action contre le groupe armé nigérian Boko Haram. Une force régionale sera d'ailleurs mise en place le mois prochain. Les bataillons en charge seront déployés aux frontières de plusieurs pays, notamment ceux du bassin du lac Tchad. Paul de Singwe. Une force armée pour combattre une autre, mais terroriste celle-ci. À l'issue d'un sommet régional sur la lutte contre la secte islamique Boko Haram, les pays du bassin du lac Tchad ont mis sur pied une force régionale. Dotée de 700 soldats venus du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria, cette force régionale aura pour mission première de combattre le groupe armé Boko Haram. Il y a donc là une volonté absolument importante, non simplement de régionaliser le conflit, mais d'en prendre la mesure et de mettre les moyens les plus adaptés pour éventuellement arriver à bout de Boko Haram. Opérationnelle dès le 20 novembre 2014, la force régionale de lutte contre Boko Haram fait partie de la stratégie de lutte commune élaborée par les pays du bassin du lac Tchad. À peine créée, certains spécialistes s'interrogent sur la mise en place rapide de cette force régionale, ses moyens logistiques et sa capacité à vaincre Boko Haram, un groupe terroriste certes, mais lourdement armé. Boko Haram est en relation avec certaines milices, d'une certaine manière djihadistes, qui sévissent dans la zone sahélo-saharienne. Donc 700 hommes, c'est ici un effet d'annonce absolument intéressant, mais 700 hommes, ça demeure relativement insuffisant. Il faut que les États, en fait, montent rapidement en gamme, envoient des signaux relativement clairs et très précis, à la fois sur le nombre d'hommes qui doit augmenter, sur les matériels, et sur tous les mécanismes de surveillance pour que Boko Haram sache en effet que l'adversaire est de taille et que l'adversaire est régional. Sinon, si ce n'est pas le cas, la régionalisation de la force risque effectivement ici d'être de très peu d'efficacité. En 5 ans, la secte islamique Boko Haram a causé la mort de plus de 10 000 personnes au Nigeria. Selon certains observateurs, pour lutter efficacement contre Boko Haram, la communauté internationale et l'Afrique du Nord devraient participer à cette coalition. En Guinée, les députés ont repris leurs travaux pour le compte de la session budgétaire 2014-2015 et la lutte contre l'épidémie d'Ebola fait partie de leurs priorités. Et l'urgence est telle que pour une fois, les députés de tous bords politiques s'accordent sur l'impératif de combattre cette menace dont l'impact négatif sur l'économie est déjà palpable. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Les travaux de la deuxième session ordinaire annuelle de l'Assemblée nationale se sont ouverts ce mercredi à Conakry sur fond de crise sanitaire. Essentiellement consacré à l'examen du budget national 2014-2015, l'ouverture des travaux a largement été dominée par la gestion de l'épidémie d'Ebola, qui constitue une menace pour l'économie guinéenne, en croissance ces 3 dernières années. La fièvre hémorragique à virus Ebola vient aggraver cette évolution négative dont les conséquences sanitaires, économiques et par ricochet budgétaire sont très lourdes. Par exemple, par rapport aux prévisions budgétaires pour l'exercice 2014, les recettes ont été en baisse de plus de 500 milliards de francs guinéens à date.
Cette influence de l'épidémie d'Ebola sur la croissance économique risque de compromettre l'atteinte en termes de croissance de l'objectif de 3,5% du PIB initialement prévu par les autorités guinéennes. Le déficit budgétaire causé par Ebola est évalué à près de 300 millions de dollars, alors que le FMI estime, selon des statistiques, que la Guinée va perdre cette année entre 1,5% et 2% de croissance. À l'hémicycle, la riposte à Ebola fait l'unanimité chez les députés. La priorité de tout le monde aujourd'hui, de tous les Guinéens, c'est cette menace que constitue Ebola. Il faut qu'on taise nos divergences, qu'on se donne les mains pour éradiquer cette maladie. Non seulement en Guinée, mais dans la sous-région. Parce que la Guinée ne sera jamais en sécurité tant que la maladie continue de se développer au Libéria et en Sierra Leone. Qu'il s'agisse de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, tous les députés sont d'accord de s'investir de la même manière pour combattre Ebola, parce que Ebola ne fait aucune distinction entre les sensibilités politiques. Depuis l'installation des députés en début d'année, c'est l'une des rares questions qui remporte le consensus chez les parlementaires guinéens. Plusieurs ont profité de leurs vacances pour sensibiliser les populations de l'intérieur du pays sur le virus et les actions à entreprendre pour prévenir sa propagation. En Tanzanie, le texte final du projet de nouvelle constitution consacrant la parité homme-femme a été présenté mercredi soir au président Jakaya Kikwete. Et cela s'est fait lors d'une cérémonie retransmise en direct depuis le principal stade de Dodoma, la capitale. Ce texte consacre grande nouveauté, le droit de succession des femmes, notamment en matière foncière. C'est la rentrée scolaire au Congo et comme chaque année, nombreux sont les parents qui font ce qu'on appelle communément les courses de dernière minute et forcément les prix sont plus élevés. Un constat qui a donné naissance à l'initiative Givebox que vous fait découvrir notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Depuis le 6 octobre dernier, les élèves congolais ont repris avec le chemin de l'école. Dans la plupart des marchés de la capitale congolaise, comme c'est le cas ici à Mongali, élèves et parents d'élèves complètent les fournitures scolaires. Cette année, la qualité des articles est jugée de bonne qualité par les acheteurs, mais les prix sont diversement appréciés. Ça va, les prix sont bien, pour les cahiers surtout. Et les livres sont plus chers. Tout devient cher. C'est difficile pour nous les parents. On ne peut pas. Par rapport à l'année dernière, le prix d'un livre est passé de 500 à 2000 francs CFA. Une surprise pour les acheteurs. Pour les vendeurs, la raison est simple. Les programmes ne sont pas les mêmes chaque année, d'où l'arrivée à chaque rentrée d'autres livres. Problème, les fournisseurs se font rares et les livres aussi. Nous avons toujours rupture des livres. Voilà pourquoi il y a des gens qui importent des livres ici. On voit bien des Congolais n'importent pas des livres. Ce n'est que des étrangers. Nous vendons par rapport au prix que nous achetons. Parce que nous sommes des commerçants. Un commerçant, quand il achète quelque chose, il faut qu'il puisse avoir aussi les bénéfices. Résultat, les acheteurs subissent la loi du marché. Pour pallier tant soit peu à ces difficultés, Madame Léo Kadi Bovi a lancé un projet à caractère social. Dénommé Givebox, il permet à chaque acheteur de repartir avec un bonus de fourniture scolaire. Nous sommes à Talangaï, plus au nord de Brazzaville. En 30 minutes, plus de 10 parents d'élèves se sont présentés au comptoir. J'ai acheté 3 mètres de tenue, j'ai eu un bonus de cahiers. J'ai eu des cahiers, 3 cahiers avec des stylos, y compris les règles. On m'a donné 2 bonus de cahiers de 298 pages, une règle plus des stylos. Mais dans une ville de plus d'1 million d'habitants, cette initiative sociale est loin de toucher et satisfaire tout le monde. Comme l'année dernière, le Congo a décrété 2014 comme l'année de l'éducation, une priorité qui commence par l'acquisition des manuels et kits scolaires. Du football à présent avec la Mauritanie qui a désormais un nouveau sélectionneur national. Il s'agit de Corentin Martins qui sera donc en charge de l'équipe nationale, les Mourabitounes. Ce nouvel entraîneur a pour objectif de qualifier la sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Reportage de Mohamed Abdelahi Abbé. Corentin Martins est désormais le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football en Mauritanie. Il succède à son compatriote Patrice Neveu, qui a été limogé après l'élimination des Mourabitounes pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il s'agit d'une première expérience pour les sélectionneurs français en Afrique et de nombreux défis à relever. Nous avons un projet sportif. Et ce projet sportif, comme vous savez, tous les projets sont
les projets sont installés souvent dans la durée. On ne peut pas, nous, on ne travaille pas dans le court terme, on travaille dans le moyen et long terme. C'est pourquoi, pour nous, il est question de ne pas arrêter le travail, de continuer cette dynamique qui fait qu'aujourd'hui la Mauritanie est devenue un pays de football. Au total, 4 candidatures avaient été soumises à la Fédération mauritanienne de football, mais à la dernière minute, c'est Corentin Martin qui a été choisi. Un choix que l'équipe dirigeante de la Fédération justifie par l'existence de son nouveau projet sportif. Un projet à travers lequel la formation à la base occupe une place importante. La formation à la base est primordiale pour nous. C'est pourquoi il faut faire la part des choses. Nous avons une académie nationale qui fonctionne avec un staff espagnol et qui va fonctionner dans la durée, qui est fonctionnelle en ce moment. Ça, c'est une chose. Et nous avons les équipes nationales d'une autre. Donc le tout, si vous voulez, il y a un nivellement par le bas. Et le tout, aujourd'hui, pour nous, le football est un tout. Donc la formation occupe une place prépondérante, en tout cas dans notre philosophie. Et vous allez voir que dans les années à venir, on parlera souvent de la Mauritanie. Le football en Mauritanie a connu une évolution non négligeable au cours des dernières années. L'élimination des Morabitoun lors de la CAN 2015 a été en revanche un échec. Avec la présence de l'ancien international français de 45 ans, des espoirs sont permis pour une remise en route du football mauritanien de haut niveau. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.